Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette situation qui ne cesse de faire parler plus d'un Congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Bienvenue à tous dans ce numéro des Info 7 qui a le plaisir de recevoir pour vous le député national Francis Tchibalabala. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue une fois de plus dans Info 7. Merci, ça a toujours été un plaisir chaque fois que je reçois votre invitation. Alors, situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, on va en parler. La situation sociale du pays, on en parle également. Vous nous venez de la famille présidentielle et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Comment se porte le parti UDPS? Bon, le parti se porte moyennement bien. Moyennement bien, c'est ça? Ouais. Vous voulez dire quoi? La crise Non, persiste. ça veut dire que tout ne marche pas comme sur des roulettes. Il y a des problèmes, il y a des remises en question, il y a des problèmes de gestion, il y a plusieurs choses en même temps. Et ce qui fait en sorte que la mayonnaise ne prenne pas comme on l'aurait souhaité. Alors, quel est le nœud du problème? Parce que ça fait quand même plus d'une année qu'on parle d'une crise au sein de l'UDPS. Premièrement, ça fait partie de la vitalité démocratique. Au sein, nous sommes membres d'un parti politique où les points de vue échangent, les points de vue discutent. Je ne suis pas en train d'encourager. Nous sommes membres d'un parti politique où au sein duquel, lorsque les militants veut émettre un point de vue, même si celui-ci tranche avec la position de la direction de son parti, il a les loisirs de le faire. Donc, nos statuts parlent de la liberté d'expression, consacrent la liberté d'expression. Donc, nous sommes libres, chacun en ce qui les concerne, d'émettre un point de vue, nonobstant le fait que il y a une ligne à suivre, bien entendu, mais vous êtes libre naturellement de. Le linge sale, c'est l'avant-famille. Cet adage ne trouve pas de répondant au sein de votre famille politique, parce que vous n'êtes pas quand même le premier parti à gérer les RDC, mais on vit exceptionnellement cette situation. Non, vous savez, dans tout le parti politique des masses, le parti de masse, il y a toujours des dissensions. Il y a toujours des camps. Mais ça, c'est l'avant-famille. Il y a toujours ça reste à l'intérieur. S'il vous plaît, il y a toujours des camps. Vous allez à l'ANC, vous constaterez qu'il y a beaucoup de dissensions à l'ANC. À l'intérieur du parti. Vous allez, justement, mais comment nous les savons? Parce que ça remonte toujours à la surface. Comme sur les cas avec l'UDPS aujourd'hui. Vous allez chez les démocrates et les républicains, il y a des groupuscules, il y a des dissensions. Ce sont des choses qui arrivent, qui existent dans de partis de masse. Vous comprenez? Mais je ne suis pas en train d'encourager cette situation parce que j'estime qu'au-delà de la vitalité démocratique, il y a quand même une anarchie qui s'est installée depuis un moment parce que on assiste à une bicéphalité au niveau du secrétariat général du parti. Il y a des décisions qui sont prises par messieurs Deo et il y a d'autres qui sont aussi prises par l'honorable Kabouya, etc. Je crois que ça nous met quand même en difficulté. D'où, justement, ma proposition, qui est celle de convoquer un congrès qui va naturellement déboucher sur l'élection d'un nouveau président du parti. Celui-ci, naturellement, devra nommer son exécutif. Alors, et là, ça va régler de manière définitive le problème. Parce qu'il vous souviendra que cette histoire est partie justement du mandat spécial, alors que le président Tshisekedi était dans une situation d'indisponibilité au vu de la Constitution. Est-ce que là, vous remontez l'histoire et dans une situation d'incompatibilité au vu de la Constitution. Vous remontez l'histoire du temps de il a été élu président de la RDC, il ne pouvait plus encore présider aux destinées de l'UDPS. Et là, il devrait naturellement jeter les ponts, abandonner tout simplement. Vous comprenez, pour s'occuper du pays. Et nous sommes restés dans une situation où il n'y avait pas un président national. Il y a eu un mandat spécial qui est venu naturellement
bypasser nos statuts parce que les statuts ne prévoient pas cela, qu'il y ait un pas président ad interim, etc. Okay. Vous comprenez? Et je pense que s'il faut régler les problèmes, il faut les régler naturellement à la racine. Il faut aller à la racine. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? C'est les mandats spéciaux. Parce que les mandats spéciaux n'avaient pas respecté nos textes. Donc, dans pareille situation... Depuis le début, il y avait eu une violation de vos textes. Dans pareille situation, lorsque les présidents est indisponible, ne peut plus exercer, naturellement, on devrait passer au triumvirat pour que les triumvirats puissent diriger le parti dans un premier temps et aussi, à ce stade, je suggère d'ailleurs que l'on puisse convoquer un congrès qui va élire un nouveau président. Et je crois que ça va régler les problèmes de manière profonde au lieu d'aller dans ou de verser dans des effets démence des propositions qui vont naturellement encore jeter de l'huile au feu. Alors, Francis Tchibalabala, vous êtes de quel côté? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une situation telle que au sein de l'UDPS, il y a ceux-là qui sont derrière Augustin Kabouya et d'autres qui sont derrière Deo Bizibou. Bon, moi je suis du côté de l'UDPS. Vous êtes du côté de l'UDPS. Voilà. L'UDPS a une seule autorité de référence qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'UDPS, c'est mon parti politique. L'UDPS ne s'identifie pas. Vous n'en avez jamais eu deux. L'UDPS ne s'identifie pas à l'honorable Kabouya. Ne s'identifie pas non plus au conseiller Deo Bizibou. Je crois que moi, je n'ai pas de tendance. Tout ce que je voudrais ici appeler justement à un certain alignement par rapport à ma proposition, que les combattants puissent naturellement prolonger ma réflexion par rapport à la convocation d'un congrès qui va régler définitivement le problème. Donc moi, je n'ai que les statuts comme boussole et je pense que ici, je peux pas, moi, prendre parti pour un secrétaire général ou un membre de l'exécutif parce que j'estime que c'est pas eux qui incarnent le parti. Alors, qui devra donc convoquer ce congrès? Voilà. Je pense que là, maintenant, il faudrait, comme j'ai dit, nous sommes dans une situation pratiquement spéciale. Une situation sui generis. Et par rapport à cette situation, il faudrait aussi une procédure spéciale. C'est-à-dire, moi, je proposerais, par exemple, que les deux tendances puissent fondre en une, naturellement, et nous désigner un calendrier pour, naturellement, aller au congrès. Donc, c'est ce que je propose. Parce que ni M. Kabouya, ni M. Deo Bizibou ne sont pas en mesure de convoquer les congrès. Parce que chacun estime qu'il est secrétaire général, il est légal, il est légitime. Donc, nous sommes dans une situation, et je pense que il faudrait naturellement, pour sauver le parti, pour l'intérêt des combattantes et combattants, il faudrait qu'ils puissent mettre de côté justement leur attitude égotique, un peu ces narcissismes-là. Certains vont, il y a l'un qui va vous dire, voilà, moi j'ai beaucoup, j'ai sacrifié de ma vie, etc. pour l'UDPS. L'autre va vous dire, voilà, moi j'ai combattu, etc. Et je pense que tout ça, ça nous mène nulle part. Ça nous mène nulle part. Le plus important ici, c'est de voir l'intérêt supérieur du parti. Et l'intérêt supérieur du parti voudrait naturellement que les deux tendances puissent fumer les calumets de la paix, s'entendre, pour naturellement nous convoquer un congrès qui va naturellement déboucher sur l'élection du président. Avant de prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Francis Tchibalabala, aujourd'hui il y a deux voix au sein de l'opinion congolaise, voire même au-delà, qui estiment que le véritable combattant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux sont mis à l'écart aujourd'hui dans la gestion du pays. Êtes-vous d'accord? Voilà, moi je voudrais relativiser. Il y a des combattants de première heure qui sont en train de gérer et qui naturellement occupent des postes de responsabilité au sein du pays. Mais il y a aussi ceux-là que je qualifie de la 25e heure. Des gens qui sont venus après que nous ayons gagné les élections présidentielles, après que l'UDPS soit arrivé au pouvoir. Ils sont nombreux d'ailleurs, ces derniers sont nombreux qui occupent des postes
il vous souviendra que même lors de la constitution du cabinet du président de la République, lorsqu'il était question d'envoyer les mandataires du parti pour occuper des postes, ces postes-là ont été monnayés naturellement par Jean-Marc Abound et ceux qui l'accompagnaient à l'époque. Et même aujourd'hui, vous parlez du premier mandat déjà, les véritables combattants étaient mis à l'écart. Même certains mandataires, on a vu des ministres qui venaient à peine d'adhérer au parti, mais ils ont été bombardés au poste de ministre. Vous comprenez? Donc ce sont des choses, c'est vrai, ça crée quand même des frustrations. Il faudrait tenir compte aussi de l'ancienneté, de la lutte des uns des autres. Parce que ceux qui ont et que dire de l'expérience, tout, ça dit, il y a l'expérience, il y a les niveaux d'études, il y a aussi plusieurs éléments doivent marcher de pair. Naturellement, mais il faudrait pas ici aller prendre des gens qui n'ont pas combattu. Vous savez, nous sommes en politique. En politique, on ne récompense que ceux qui vous ont accompagné, naturellement. À l'UDPS, il y a des gens intelligents. Il y a des professeurs des universités, il y a des avocats, il y a des docteurs, il y a etc. C'est pas ce que certains aujourd'hui sont en train de présenter à l'opinion congolaise. Non, mais moi je suis de l'UDPS. On estime que l'UDPS n'a plus de tête. Non, ils sont nombreux. Vous savez, c'était la stratégie justement de l'équipe dirigeante après le président Tshisekedi, qui avait consisté à décourager justement la crème du parti pour naturellement que ceux qui étaient à leur solde, ceux qui leur obéissaient au dos à l'œil, sans tenir compte de l'ancienneté au parti, sans tenir compte du background, puissent naturellement occuper les postes qui devraient naturellement revenir aux combattants des premières heures. Vous comprenez? Donc c'était une stratégie comme ça au niveau du parti, ou au sein du parti. Nous avons beaucoup de cadres, nous avons beaucoup d'intellectuels. Vous comprenez? Et je pense qu'il faudrait corriger cette façon de faire. Parce que ça décourageait beaucoup des combattants. Vous comprenez? Alors, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, nous connaissons quand même que l'UDPS a commencé depuis des années et qu'aujourd'hui, nous avons des pionniers, il y a des anciens secrétaires quand même généraux qui sont encore en vie. Le cas de Rémi Massamba, le cas... il y a autant de personnes, même certains de 13 parlementaires qui sont en vie, mais qui ne sont pas associés à la gestion du parti. Madame, vous savez, moi je pense que le président Tshisekedi, c'est un fédérateur. Lorsqu'il a été élu président national du parti, il avait naturellement lancé c'était je crois Vérité Réconciliation, quelque chose comme ça, et il avait demandé à tous ceux qui étaient partis, les anciens, etc., qui puissent revenir à la maison. Okay. Vous comprenez? Donc, il avait ces discours-là, de fédérer toutes les tendances. Mais après son départ, lorsqu'il est allé à la présidence de la RDC, ceux qui ont géré le parti naturellement, n'ont pas pérennisé les œuvres qu'il avait non, ils ont naturellement, systémiquement et systématiquement instauré une certaine division au sein du parti. Okay. Une division au sein du parti, tout simplement parce que ils sont dans une logique de diriger pour régner et de diviser pour régner naturellement. Et la stratégie était de faire à ce que les gens intelligents ne puissent pas se retrouver dans la gestion de la chose publique, alors que ce sont des gens, non seulement des gens intelligents, des gens qui ont payé de leur vie et de leur temps, etc. Les des gens qui se sont battus pour que nous puissions accéder. Généraux, ils sont nombreux. Dans les rues, ils sont nombreux. Malheureusement, ils sont à la touche. Mais nous voyons des gens qui viennent à peine d'adhérer au parti, qui occupent des postes. Et ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas l'ADN du parti. Ils n'ont pas l'amour des combattants. Ce sont des gens qui travaillent pour leur ventre. Qui travaillent pour leur ventre. Je ne parle pas du Parlement, je parle de ceux qui occupent des postes. En fait. Ah, ok. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens qui n'aiment pas les combattants. Nous avons souffert avec les combattants. J'étais vice-président de l'Assemblée provinciale. C'est tout le jour que j'ai recevais des combattants à mon cabinet. C'est pour vous dire que nous avons une histoire intimement liée avec ces derniers, avec les combattants. Et nous compatissons justement à la situation miséreuse dans laquelle ils se trouvent. Je ne parle pas de tous les combattants, mais la plupart des combattants se trouvent dans cette situation-là. Vous comprenez? Mais vous prenez quelqu'un, un converti, un adhérent de la 25e heure,
vous lui bombardez un poste, mais il va travailler pour son ventre, il va travailler pour sa famille, il ne va pas travailler pour le parti. Ils sont nombreux occupant des postes, mais nous avons, à travers la République, nous sommes locataires. Les fédérations sont locataires. Non, les fédérations sont locataires. Les fédérations dans les provinces. Sont locataires, naturellement. Mais nous avons combien de mandataires qui occupent des postes importants au sein de la République, ou dans la République, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais les partis, il y a des cellules aujourd'hui, il y a des cellules aujourd'hui qui ont du mal à fonctionner. J'étais en Europe, il y a la cellule abattoir, j'ai lu dans un groupe. Le président a lancé un appel aux personnes de bonne volonté de leur doter des chaises. Moi, je l'ai fait en 2020. J'ai doté des chaises à toutes les cellules de Massina, aux sections de la Tchangou, etc. Je l'ai fait parce que je suis attaché viscéralement à mon parti, parce que j'aime le parti. Mais ce n'est pas tout le monde. Nous avons des cadres du parti qui ont occupé des postes, qui ont doté des sièges justement à certaines fédérations, qui ont fait des dons aux cellules, etc. Ce sont ces gens de combattants que nous cherchons, que nous voulons, naturellement, pas des gens qui n'ont pas combattu et vous leur confier des postes de responsabilité, parce que vous savez qu'il y aura des rétros... Commission, c'est ça? C'est-à-dire ils vont commencer à vous rétrocéder, etc. et aux dépens du parti. Ok. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le Kiswahili est un outil essentiel de communication et d'intégration en Afrique orientale, centrale et australe. Il est la langue officielle de l'Union africaine, de la Communauté des développements de l'Afrique australe et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Le Kiswahili est plus qu'une langue, c'est un vecteur de l'identité, de l'unité et de la culture africaine. Depuis son rôle dans le mouvement de libération, notamment ceux menés par Mwalimu Julius Nyerere, jusqu'à son utilisation moderne dans l'éducation, la diplomatie et les médias, le Kiswahili continue de favoriser la cohésion régionale et la compréhension culturelle mondiale. Reconnue par l'UNESCO comme la première langue africaine à bénéficier d'une journée internationale, la langue Kiswahili incarne le pouvoir du multilinguisme pour promouvoir la diversité, la tolérance et le développement durable. En tant que pont entre les communautés et les civilisations, cette langue joue un rôle essentiel dans l'éducation, la sauvegarde de la culture et le progrès socio-économique. Plus qu'un simple moyen de communication, le Kiswahili est porteur d'une identité, des valeurs et d'une vision du monde, représentant la riche mosaïque culturelle du continent africain. Consciente de sa portée mondiale croissante, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution A-RES-78-312 qui affirme l'importance du Kiswahili dans la promotion de la solidarité, de la paix et de l'unité panafricaine. Notons par ailleurs que, en République démocratique du Congo, la langue Kiswahili est parlée dans plusieurs provinces du pays. Tout est bien qui finit bien, proclamation des résultats, chants, danses et récitations. C'est ainsi que le groupe scolaire Soumaïni a clôturé l'année scolaire 2024-2025. Cette école qui a vu le jour à peine une année connaît déjà une expansion assez remarquable au sein de sa communauté. Ici, le promoteur de cet établissement scolaire a révélé la quintessence de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous commémorons la clôture de la première année scolaire du début des activités du groupe scolaire Soumaïli, situé sur l'avenue Bumba, croisement Bibois, au quartier Nikonga 1, Infobank, dans la commune de Lancélé. Nous sommes là dans la clôture des examens de fin d'année scolaire du groupe scolaire Soumaïli. L'encadrement, tout ça, mérite un certain dévouement, un certain soubassement. Il faudrait vraiment se donner, et surtout les parents, nous les parents,
qui devons encadrer nos enfants, qui devons orienter nos enfants, qui devons orienter nos enfants dans de bonnes écoles, des écoles de formation, les écoles de la vie, de la valeur de l'intégrité et de la valeur. Bavon Soumaïli en a profité pour annoncer les inscriptions de l'année scolaire 2025-2026 qui sont déjà en cours. À savoir qu'avec comme devise valeur, intégrité et excellence, le groupe scolaire Soumaïli comporte une école maternelle et primaire, mais également une éducation de base dans la 7e et la 8e. Francis Chibalabala, que reste-t-il des valeurs incarnées à l'UDPS par le feu Étienne Tshisekedi, le sens de l'unité? L'opinion estime qu'il ne reste plus rien de ces valeurs. Non, vous savez, c'est ce que vous avez dit précédemment ici, que voilà, l'opinion pense que à l'UDPS, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas des gens intelligents. Mais vous avez bien entendu parler c'est l'image de ceux, je vous ai dit, de ceux qui ont pris les rênes du parti après le président Tshisekedi, Félix. C'est l'image qu'ils ont projetée justement dans l'opinion. Parce qu'ils ont voulu mettre de côté ceux qui pouvaient dire non à leur façon de faire. Ceux qui pouvaient naturellement les remettre au pas par rapport à la mauvaise marche du parti. Vous comprenez? Et c'est dans l'ordre de choses aussi, lorsque vous dites que les valeurs ont laissé place aux antivaleurs. Non, il y a des cadres du parti qui incarnent des valeurs, qui continuent à mettre à exécution les enseignements qu'ils ont suivis justement du sphinx de Limété, des feux Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors aujourd'hui, les gens... Et parmi ces gens-là, nous sommes là. Ils sont nombreux. Peut-être à compter. Ils sont nombreux. Non, ils sont très nombreux. Ils sont nombreux et je pense que les choses sont en train d'échanger quand même. Et je suis heureux que les présidents de la République, qui a naturellement le pouvoir de nommer les mandataires du parti, a pris la mesure de la situation, a pris en considération justement les critiques qui sont venues de la population par rapport à ce que l'UDPS représente aujourd'hui. Et je pense que le casting n'est plus ce qu'il y avait avant. Il y a un autre casting aujourd'hui, même ceux qui dirigent actuellement, ceux qui occupent les postes ministériels, etc. Vous conviendrez que ce sont des gens non seulement qui ont une histoire au parti parce qu'ils ont combattu, mais aussi ils ont les profils pour ces postes. Mais certains, je parle par exemple du VPM de l'intérieur, je vois par exemple Guy Mouadianvita, je vois pratiquement tous ceux-là qui occupent aujourd'hui des postes, et ça c'est les castings faits par le chef de l'État lui-même. Et ça, je pense que c'est comme ça que nous devons procéder, au lieu d'attendre des listes qui naturellement sont constituées à coup naturellement de pots de vin, etc. Et ce sont des choses que nous sommes en train de condamner, et je continuerai à les condamner en toute énergie. Cette question qui vient d'un internaute qui dit qu'aujourd'hui, si les choses ne marchent pas bien en RDC, c'est parce que l'UDPS a pris le désordre de son parti à mener à la tête de la République démocratique du Congo. Et dans la gestion du pays, ça ne vient pas de moi. Non, ça marche très bien. Je crois que les présidents... Les choses marchent très bien. Très bien. Les présidents Tshisekedi, s'il faut faire le parallèle avec son prédécesseur, en 18 ans, les présidents Tshisekedi, d'abord, je voudrais ici rappeler l'opinion que lors du premier mandat du président Félix Tshisekedi, sous le plan calendaire, le mandat il est de 5 ans, mais le président Tshisekedi n'a travaillé que pendant des ans. À qui la faute? Non, il y a eu des ans de Covid. Et je vous rappelle que Covid avait paralysé toutes les économies du monde. Je vous informe d'ailleurs que la France aujourd'hui a une dette intérieure qui est multipliée par 50. Macron aujourd'hui, par rapport à la dette intérieure qu'il avait trouvée, s'est multiplié quasiment par 50. Et toutes les économies battaient de l'aile pendant
Pendant toute la période de la Covid. La période de la Covid. Donc, avec 2 ans de Covid, autres, oui. il y a eu une année, la dernière année qui est l'année électorale, dont les gouvernements devaient mobiliser 1,2 milliard. Et cet argent-là, c'est énorme. Ça pouvait être orienté, par exemple, à la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, à l'amélioration des soldes militaires, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que pendant des ans, mais quelles en sont les réalisations? La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, Aujourd'hui, on la ne parle plus construction de de la... routes, pendant que les fonctionnaires laissaient les fonctionnaires impayés. C'est pas ce qu'il a dit. Pendant qu'il a a laissé écouté, une bonne mais armée. selon lui, c'est ça la stabilité. Vous avez laissé les fonctionnaires impayés, vous n'avez pas laissé de routes, vous n'avez pas laissé du courant, l'électricité, il n'y avait pas d'eau. Il y avait naturellement l'insécurité à travers le pays. Et vous dites que les Koulouna ont commencé quand? Ont commencé à sévir quand? Du temps des Kabila. Donc ici, il ne faut pas venir duper la population. La population est éveillée. Lorsque même la situation de l'Est, on a montré à l'opinion, on a voulu miroiter à la population que voilà, Kabila a laissé les pays entiers. Mais les M23, AFC, etc., aujourd'hui, quelles en sont leurs revendications? Ils sont en train de réclamer naturellement les accords qu'ils auraient signés avec le président Kabila. C'est pour vous dire que la paix n'était pas sérieuse, n'était pas définitive. C'était une paix factice, tout simplement. Et je vous informe d'ailleurs que la M23, etc., c'est Kabila, vous comprenez? Il a seulement dit à ces gens, voilà, taisez les armes, etc. Et lorsque mon prédécesseur va venir, vous allez faire émerger justement vos revendications. Donc, vous avez pris les discours du président de la République, qui est autorité de référence de votre parti, qui a dit à l'opinion que c'est le M23, c'est Joseph Kabila Kabangé, bien non, mais que c'est attesté. C'est là, mais c'est rejeté. Le parti de Joseph Kabila ne reconnaît pas ça. Écoutez, je vous donne des faits. Continue à dire je vous donne des faits. Le président Kabila avait combattu, entre guillemets, parce que c'était une mascarade. Avait combattu le M23. Avait combattu le M23. Le président Kabila avait, je crois qu'un membre de son gouvernement avait même taxé le M23 d'un mouvement terroriste. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Parce que les mêmes modes opératoires continuent. Le M23 est en train de massacrer la population, est en train de décimer notre population, nos frères et sœurs qui vivent dans la partie orientale de notre pays. Qu'est-ce qui a changé pour que, par un revirement, le président Kabila puisse naturellement angéliser le M23, puisse faire l'apologie du M23 en disant même que les revendications du M23 sont légitimes. Vous comprenez? Et le M23 qui occupe la partie orientale, c'est par cette partie que le président Kabila est rentré au pays. Il est sécurisé par les M23. Il est rentré parce qu'il a entendu la voix de sa population, la population qui réclame Joseph Kabila. Il est sécurisé par les M23, qui lui a combattu, qui est en train de massacrer son peuple, les peuples que lui a dirigés. Vous voulez quel schéma pour que vous puissiez accepter que les M23, c'est le président Kabila? Alors, madame, messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous. L'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a comparu ce mercredi 9 juillet 2025 pour la première fois devant la Cour de cassation à Kinshasa, où il est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics. L'audience, consacrée à la vérification de la régularité de la procédure, s'est tenue en son absence au départ, avant qu'il ne fasse son entrée dans la salle, 1 heure après le début des débats. Dès l'ouverture de l'audience, le président de la composition a pris acte de l'absence du prévenu, tout en affirmant que ce dernier avait été régulièrement notifié de sa citation à comparaître. Pourtant, devant cette instance, la présence du prévenu est indispensable. Ici, il n'y a pas de procès par défaut. Dès que la cause est en état,
la Cour peut procéder à déclarer le président de la composition. Cette déclaration a ouvert une séquence tendue avec l'arrivée tardive dans la salle de Constant Mutamba. L'ancien ministre, visiblement conscient de l'enjeu, a présenté ses excuses à la Cour pour son retard avant de s'installer aux côtés de ses avocats. Ces derniers ont sollicité une remise de l'affaire à titre conservatoire, estimant ne pas avoir suffisamment de temps pour consulter l'intégralité du dossier. Le parquet accuse Constant Mutamba d'avoir détourné des fonds publics destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani dans la province de la Chopo. À l'issue des échanges, la Cour a accédé à la demande de la défense et a renvoyé l'affaire au mercredi 23 juillet prochain à 10 h. Cette prochaine audience sera consacrée à la confirmation des charges, étape décisive qui permettra de déterminer si les dossiers doivent être transmis pour jugement au fond. Au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans la commune de Limete, les responsables des confessions religieuses y sont arrivés ce vendredi 11 janvier 2025 pour une rencontre avec le secrétaire général et président du parti présidentiel, le député national Augustin Kabouya. Tout commence par un mot de prière. La délégation conduite par l'évêque Jibaya Mapia est venue présenter au chef du parti au pouvoir le contenu de son offre de médiation pour le retour de la paix au pays. Ceci entre dans le cadre du processus que nous avons entreprise pour la présentation de l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Ainsi, parce que nous voyons différents acteurs politiques pour leur dire ce que nous pensons, ce que nous présentons à la nation, nous sommes venus voir le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, en tant que parti présidentiel, partager avec lui ce que nous avons à cœur pour la nation et comment nous pouvons contribuer afin que la paix revienne dans notre pays. L'offre de médiation va au-delà de ce qui s'est fait régulièrement avec les compromis. Il faut creuser le vrai problème et y apporter des solutions, précise le musulman Idriss Katenga, membre de la délégation. Alors, il n'y a pas que la guerre, mais il y a aussi des tensions par-ci, par-là, au sein de la classe politique. Malheureusement, ces tensions sont en train de gagner même nos communautés. Alors, nous nous sommes interrogés pourquoi cette situation dans notre pays, alors qu'il y a eu déjà beaucoup de forums, beaucoup de dialogues, beaucoup de conférences pour le retour de la paix. Mais à chaque fois, c'est l'éternel recommencement. Alors, au niveau des confessions religieuses, nous avons estimé que c'est tout simplement parce que dans toutes les démarches, nous passons à côté de l'essentiel. La plupart du temps, quand les politiciens se rencontrent, ils font des compromis politiques et ils s'arrêtent là. Mais ils n'ont jamais pensé aller en profondeur pour rencontrer les vraies causes des problèmes qui reviennent à tout moment. Et nous avons essayé d'examiner ce problème. Nous avons trouvé qu'à la base, nous avons un grand contentieux au niveau des communautés, des conflits violents qui ont fait beaucoup de morts, mais qu'on n'a jamais réglé. Pour sa part, l'honorable Augustin Kabouya a salué la démarche de ces hommes d'église, n'en déplaise aux détracteurs. Je viens d'échanger aussi avec les responsables des confessions religieuses. J'ai compris qu'ils sont animés d'un grand souci pour que la paix revienne dans notre pays. Il y a 6 mois passés, soit le 27 janvier 2025, le patron de l'administration de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya, avait reçu en audience dans l'un de ses bureaux privés la délégation de la Senko et CC. Mais sa rencontre ce jour avec les responsables des différentes confessions religieuses de la RDC semble indiquer un avenir positif dans le processus de la recherche de paix et de réconciliation en République démocratique du Congo.
Alors, madame, messieurs, vous savez que les enfants à travers la République démocratique du Congo sont déjà en vacances. Donc, nous parlons de la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Hein. Voilà, Francis Chibalabala, l'année scolaire s'est terminée dans une ambiance bon enfant avec cette gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo qui avait commencé avec autant de secousses. Enfin, les choses sont en train de s'améliorer. De s'améliorer. Bien sûr, parce qu'on voilà. continue de parler. Merci, de merci, la parce que vous m'aviez donné l'impression d'être critique, mais là, vous reconnaissez quand même que les choses sont en train d'évoluer positivement. Vous savez, c'est ce qu'on appelle douleur d'enfantement. On a vu quand même des parents, moi j'avais fait le tour, on a vu des parents qui étaient contents de voir que, encore une fois, deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, les enfants ont clôturé l'année, les parents n'ont pas déboursé autant d'argent comme par les passés. Justement, c'est ce qu'on appelle douleur d'enfantement. La gratuité de l'enseignement a été consacrée dans notre constitution. Une constitution de 2006. Mais elle a vu le jour sous Félix Tshisekedi, en 2019. Et nous en étions à c'est une première expérience. Il y aura certainement de problèmes que nous allons rencontrer le long de notre parcours. Mais le plus important, c'était de bonifier la gratuité d'enseignement. Ça n'a pas été quand même aussi facile, hein, parce qu'on a vu, naturellement, parce que vous savez, le président de la République des bras de fer. Oui, mais oui, justement, parce qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité qui s'enrichissaient sur pratiquement le dos derrière le dos des parents. Et lorsque les enfants payaient, ils avaient des pourcentages, etc. Et le président est venu, naturellement, comme on dit, leur arracher le beefsteak. Et ça, naturellement, il devrait s'attirer les foudres de ceux-là qui bénéficiaient de la situation antérieure. Et la gratuité, ça a été combattu, que ce soit par ceux que nous qualifions des pasteurs, que ce soit par certains compatriotes, et face à ces combats qui venaient de toutes parts, le président s'est battu parce qu'il avait une vision. Parce que, comme il a toujours dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et grâce à cette gratuité, aujourd'hui, nous comptons plus de 7 millions des enfants qui ont repris les chemins de l'école. Et je pense que c'est à la grande satisfaction des parents. La population est pauvre. Et la gratuité a permis quand même à cette population pauvre d'envoyer son enfant à l'école. À ses parents qui n'ont pas assez de moyens pour scolariser leurs enfants, de les envoyer à l'école. On ne peut pas se développer, un pays ne peut pas se développer si il n'a pas assez d'intellectuels. Aujourd'hui, l'Iran, par exemple, n'a pas eu besoin d'un échange de technologies avec des puissances pour se doter des armes nucléaires, par exemple. C'est vrai qu'ils étaient dans le processus. Aujourd'hui, par exemple, l'arsenal de guerre que l'Iran détient aujourd'hui, c'est fait maison. Ce sont naturellement les chercheurs, les intellectuels iraniens qui en sont à la base. Donc, le président Tshisekedi a rencontré des difficultés, mais le plus important aujourd'hui, c'est que la gratuité suit son cours normal. Et je pense que, même si beaucoup reste à faire, je pense que naturellement, parce que moi, je suggère d'ailleurs que l'on puisse construire beaucoup d'écoles. Parce que c'est pas tous les parents qui ont eu justement la chance d'envoyer leurs enfants à l'école. Les locaux qui existent ne peuvent pas contenir tous les enfants de la RDC. Nous avons des provinces où il n'y a pas assez d'écoles. Je pense que si on en construit plusieurs, ça va encore profiter à la population. Vous comprenez? Donc, félicitations au chef de l'État, parce que beaucoup d'ailleurs ne croyaient pas en la gratuité de l'enseignement. Beaucoup pensaient que c'était une mesure cosmétique, c'était des effets de manche, tout simplement, pour s'attirer la sympathie de la population.
Mais aujourd'hui, nous vivons la gratuité d'enseignement. C'est là où j'ai dit que même les écoles qui existent aussi, nous devons construire les réhabiliter et construire d'autres locaux, parce qu'il y a des écoles où il y a des espaces, des grands espaces qui ne sont pas exploités. On peut construire. Je prends mon exemple. J'ai réhabilité l'école d'Ingambote lors de mon premier mandat comme député provincial. L'école se trouve à Massina, Petro-Congo. Je l'ai réhabilitée et j'ai aussi construit, j'ai ajouté d'autres locaux parce qu'il y avait assez d'espace. Et ces locaux ont permis à d'autres enfants de bénéficier aussi de la gratuité de l'enseignement. Donc si les gouvernements s'affairent à réhabiliter les écoles, ISCOM, il y en a plusieurs dans les districts de la Tchangou. Il y a des écoles qui ont suffisamment d'espace et à construire d'autres locaux. Je pense que beaucoup de parents, beaucoup de familles seront heureux, naturellement. Et les familles seront heureuses d'avoir bénéficié de la gratuité de l'enseignement consacré ou prôné par le chef de l'État. Alors, on parle de la gratuité de l'enseignement, mais l'inquiétude aujourd'hui de plus d'un Congolais, c'est par rapport à la qualité des produits qui ressortent quand même des établissements scolaires à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Je suivis quelqu'un qui disait sur 100-150 finalistes, au moins 5-10 peuvent défendre valablement leur diplôme. Est-ce aussi votre constat, Francis? Non, je crois que c'est pas, les constats ne sont pas corrects, c'est son point de vue. Et vous savez, ceux qui sont en train qui sont dans des universités aujourd'hui comme étudiants, ils étaient hier élèves. Ils ont obtenu des diplômes d'État dans des écoles que nous avons. Ils n'ont pas étudié ailleurs. Et qui font aujourd'hui la fierté des étudiants. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Il y a même ceux qui finissent aujourd'hui. Il y a ceux qui sont au barreau comme avocats. Ils sont excellents. Il y en a qui sont qui ont opté pour la médecine, pour la médecine, ils sont excellents. Donc je pense que il est certes vrai que l'enseignement depuis un moment était devenu dégénérescent, à la suite naturellement au mauvais traitement dont bénéficiaient les enseignants, les corps enseignants naturellement, c'est qui continue et aussi, qui les décourageaient à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais il vous souviendra que lorsque le président Tshisekedi a pris ses cartes au palais de la Nation, il a commencé, parmi les premières mesures, c'était de tripler quasiment les salaires des enseignants. Mais aujourd'hui, ça ne représente presque plus grand-chose, hein? Non, mais écoutez, madame, je pense que le plus important, c'était d'abord d'améliorer les salaires des enseignants. Ça a été fait sous Tshisekedi et ça continue à être fait, naturellement. Et non seulement ça, il y a aussi les conditions de travail qui sont quand même améliorées. Il y a des frais de fonctionnement qui viennent régulièrement, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça venait de manière intermittente. Et puis, il faut également signaler qu'on n'a pas enregistré autant de grèves quand même dans les secteurs cette fois-ci, comme c'était quand même les années passées. Hein. Là, il faut quand même les reconnaître aussi. Alors, aujourd'hui, la ville de Kinshasa, les éléments en uniforme ont une dotation en DIP. Alors, ça inquiète les Congolais, se posent la question, mais finalement, ces véhicules ne servent qu'à traquer les paisibles citoyens. Les jeunes sont de plus en plus la cible des hommes en uniforme. Ça, c'est un constat à Kinshasa. Et que faut-il faire aujourd'hui pour rétablir la confiance entre la population et les hommes en uniforme? Bon, écoutez, madame, je crois que la population et la police... Hier, on était quand même content de vous rencontrer les hommes en uniforme et se dire qu'on est en sécurité. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde, mais ces actes sont de plus en plus enregistrés. Donc, vous savez, le rôle de la police est de restaurer, de mettre la paix, etc., et de sécuriser la population et leurs biens, etc. Et par rapport à cela, nous avons, de l'autre, là c'est la police d'un côté, de l'autre côté, nous avons la population. Et dans la population, il y a ceux-là qui commettent des actes répréhensibles. Donc c'est tout naturel que la police
et cette catégorie de la population puisse se regarder en chien de défaillance. Ils ne peuvent pas être en odeur de sainteté. C'est tout naturel. Vous comprenez? Et même lorsque vous allez dans des grandes démocraties, vous en conviendrez que la police n'est pas amie à la population. Aux États-Unis, par exemple, on a toujours, il y a quand même cette confiance aux de dire que lorsqu'on est décrié, innocent, lorsqu'on est innocent, on se sent en sécurité. Voilà. Mais à Kinshasa, maintenant, la police a aussi une part de responsabilité par rapport à cette méfiance qui s'est généralisée, qui ne concerne pas seulement cette population qui commet des actes infractionnels, mais ça concerne maintenant toute la population. Les gens ne se sentent plus en sécurité lorsque la police est là. Vous comprenez? Et ça aussi, c'est dû aux actes des brebis galeuses qui sont dans l'effectif de notre police. Et les VPAM de l'intérieur a plusieurs fois mis en garde justement ces policiers qui commettent des actes en violation de la loi, en violation de textes qui les régissent. Et je pense que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va extraire justement ces brebis galeuses. Cette situation. C'est un processus. Ça fait quand même des années. C'est un processus naturellement. Si vous allez aujourd'hui en Ndolo, vous trouverez des policiers qui sont arrêtés pour des actes qu'ils ont commis, pour des violences qu'ils ont exercées gratuitement sur la population. Ils sont là, ils sont en train d'être mis en prison. Donc ils sont nombreux. Il y a des militaires qui sont arrêtés pour des actes qu'ils ont commis contre justement les paisibles citoyens. Donc c'est pour vous dire que des brebis galeuses existent. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va les extraire des effectifs, que ce soit de l'armée, que ce soit de la police, mais les processus est déjà engagé. J'ai même suivi l'inspecteur général de la police, le commissaire général de la police, aussi lors d'une causerie morale, insister sur la tenue, sur les comportements de policiers. Sur la discipline. Vis-à-vis de la population, sur la discipline que la police, à laquelle la police doit faire montre, naturellement, par rapport à son travail. Donc c'est pour vous dire que ce sont des choses que nous décrions, qui se décrit aussi sous d'autres cieux, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Mais le plus important ici, c'est de sécuriser la population. Pourquoi et je les pense... Congolais, surtout les personnalités congolaises, les autorités, aiment toujours faire référence à ce qui se passe ailleurs? Mais il faut aussi prendre tout ce qui se passe, tout des biens qui est à l'extérieur. Non, c'est justement, c'est pour corroborer notre position. C'est pour vous dire que ce sont des cas qui sévit naturellement dans plusieurs pays, même dans des grandes démocraties. Ce sont des choses qui s'observent là-bas. Il y a eu plusieurs fois de marches contre la police. Aussi en France, aux États-Unis, etc. Donc ici, je ne suis pas en train de dédonner la police. J'ai relevé que la police, au vu de sa mission, ne peut pas être amie de la population, notamment la population qui commet des infractions. J'ai aussi relevé que la police aussi commet des écarts de conduite. Certains policiers, je ne parle pas de toute la police, de tous les policiers que nous décrions, et certains d'ailleurs, correctement leur travail. Certains se retrouvent en prison à la suite justement d'une condamnation pour des faits qu'ils ont commis. Opération de démolition des constructions anarchiques à Kinshasa, on enregistre quand même des voix, des mécontentements. Alors, Francis Chibalabala, est-ce que l'hôtel de ville devait commencer par là pour éviter d'autres catastrophes au-delà de ce que Kinshasa a enregistré cette année 2025? Voilà, moi je ne suis pas contre la démolition ou les démolitions, je ne suis pas contre. Mais ça doit se faire selon les lois de la RDC. Il y a des gens qui ont construit anarchiquement. Cela ne mérite pas compassion de la part de l'hôtel des villes, de la part du gouvernement. Mais il y a d'autres personnes qui ont acquis justement leur maison en bonne et due forme. Ils ont acheté, ils ont des titres. Ils n'ont pas construit de manière anarchique. Lorsque le gouvernement
où la ville, le gouvernement provincial ou national veut construire une route, par exemple, et qu'il faudrait naturellement démolir, il faut procéder par l'indemnisation. Je suis en train ici de condamner les destructions de maisons qu'on a enregistrées à Massine à son fil dans mon fief électoral. On est en train de construire la route Matankoum. Une très bonne chose, parce que je me suis battu pour la construction de cette route. Aujourd'hui, elle est en train d'être construite. Mais ça ne veut pas dire, parce que vous construisez la route qui profite à la population, que vous devez démolir les habitations des personnes sans les indemniser. Et c'est comme ça que ça crée des frustrations. C'est en violation des lois de la RDC. Il fallait commencer par l'indemnisation. Il faut les indemniser. Lorsque la société qui a gagné le marché, qui est en train de construire la route Matankoumou, avait fait une étude, bien entendu, la société savait qu'il y a des endroits où la route s'est rétrécie et que les gens n'ont pas construit anarchiquement. Il fallait naturellement prévoir les sommes d'argent pour indemniser ces populations-là. Et les démolir comme ça, parce que vous construisez pour eux la route, je pense que c'est inadmissible. Dans une république, ce sont des choses qui doivent être condamnées. La ville peut être condamnée aux dommages-intérêts, colossaux d'ailleurs. Ce n'est pas normal. Donc, détruisez ceux qui ont construit anarchiquement, indemnisez ceux qui sont victimes des démolitions parce que il y a un besoin. Donc je pense que c'est ma position par rapport à votre question. Mais alors, lorsqu'on parle de constructions anarchiques, est-ce que les auteurs, ceux qui ont remis, parce que c'est l'État, ces gens n'ont pas eu de documents, il y a des gens qui brandissent aujourd'hui des documents qui sont des documents reçus auprès de l'État congolais. Mais est-ce que ces personnes doivent être impunies? Voilà, je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui ont construit anarchiquement. Et qui ont reçu des documents. Mais il y a d'autres qui ont acquis leurs biens en bonne et due forme. Ils ont suivi toute la procédure. Mais pour ceux qui ont construit anarchiquement, mais qui brandissent des documents. Non, je pense que je l'ai dit précédemment, je ne vais pas me dédire, ils ne méritent pas compassion. S'ils ont construit anarchiquement. Tout en ayant payé l'argent, qui ont suivi leur procédure, qui ont des documents reçus de l'État. Ceux qui ont des titres, qui ont acquis en bonne et due forme leurs biens, n'ont pas construit anarchiquement. Non, mais qui ont Les constructions anarchiques, ce sont des constructions qui sont sorties des terres sans qu'il y ait des soubassements. Mais qui ont sans des que documents. l'État ait reconnu cela. Est-ce que vous êtes en train de faire semblant que ces gens n'ont pas de documents? Je ne sais pas personnellement. Ils ont reçu des documents. Mais moi, je connais parce par que exemple... personne ne peut y aller, c'est permettre de commencer à construire. Non, il y a des gens qui ont acquis, qui ont obtenu des documents après avoir construit, après. Mais lorsque... Qui peut commencer à construire sans que l'État ne sache que là on construit? Bon, c'est ça les désordres que nous décrions. Mais ces personnes doivent être aussi punies. Et je pense que ceux qui ont délivré des titres, oui. Ouais. Malheureusement, ils sont pas inquiétés. Malheureusement, ils sont pas inquiétés. Quelle est la leçon que les Congolais devront tirer de cette situation? Alors, je pense qu'il faudrait établir les responsabilités des uns et des autres. L'État a une part des responsabilités parce que c'est lui qui a décerné les titres aux occupants, aux propriétaires de maisons. Mais il y a aussi les citoyens qui ont aussi leur part des responsabilités. Lorsque l'État vous dit que dans tel endroit vous ne pouvez pas construire et que vous allez acheter, par exemple, je pense que c'est imprudent de votre part. Donc il faudrait aussi que... Acheter parce que l'État m'a dit, ok, tu peux acheter. Non, il y en a qui n'ont pas acheté. L'État ne vend pas. L'État ne vend pas de parcelles. Ce sont des particuliers qui vendent, des chefs coutumiers, etc. Mais lorsque on vous dit que c'est... Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont construit des maisons le long des rivières. Même si vous allez après obtenir de papiers, mais vous n'avez pas respecté les servitudes des rivières. Mais l'État est Ce sont des endroits personne n'est au-delà de la loi. Vous ne pouvez pas construire. Mais ils le font sous le regard silencieux de l'État. Donc l'État a une part de responsabilité. Madame, Monsieur, prenons à présent ce troisième dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat.
Comment avez-vous trouvé d'une manière générale cet accord? Est-ce bénéfique pour le Congo, les Congolais? Je vous donne mon point de vue librement. Oui. La souveraineté Oui. et la sécurité est une responsabilité exclusive d'un pays. C'est-à-dire, c'est nous qui devons défendre notre pays. Ce n'est pas une responsabilité du président Trump. C'est notre responsabilité à nous. Cela signifie concrètement quoi? Si nous gagnons la guerre, si nous gagnons la guerre, nous serons respectés. Mais aussi longtemps que les conflits seront résolus par des pays étrangers, nous serons toujours dans une situation d'insécurité. Donc, pour moi, cet accord aurait dû être signé par le Congo et un autre pays sans la présence des États-Unis. Si on veut signer, les États-Unis étaient on a dans la coopération. Non, dans ce cas-là, nous sommes dans la coopération, puisque nous n'avons pas eu de conflit avec les États-Unis. Mais il a signé en tant que médiateur. En tant que médiateur, mais quoi, il a signé quoi? Un accord de sécurité? Est-ce qu'un pays étranger doit venir sécuriser notre pays au moment où, Madame Nicole, je vous dis que la sécurité est une responsabilité exclusive de l'État congolais? Supposons, je vous dis n'importe quoi, les Américains viennent pour sécuriser notre pays. Et puis il reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment donné, on dit aux Américains, ok, vous avez sécurisé, vous pouvez partir. Et les Américains refusent de partir. Vous allez les faire sortir avec quels moyens? Question simple. Vous allez les faire sortir par quels moyens? Les États-Unis, Madame Nicole, excusez-moi, je vais être franc avec vous. Citez-moi un pays au monde qui a été sécurisé par les États-Unis. Ou la MONUSCO. Ou la MONUSCO, pareil. Ou le développement, ou les États-Unis, ou la MONUSCO a contribué dans le développement du pays. Un seul, je ne vous demande pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans cet accord-là, il n'y a aucune obligation vis-à-vis du Rwanda. Ils ont demandé, mais le Rwanda nous a répondu. Je sortirai quand vous réussirez à faire sortir l'AFDL. C'est conditionnel. Quand vous arriverez à faire sortir l'AFDL, et dans l'accord, il est dit que la sortie de l'AFDL est une responsabilité congolaise. FDLR. Mais ce n'est pas nous qui avons fait entrer l'AFDL. Il y a eu des rapports qui ont précédé qui disaient qu'il n'y avait plus de FDL. La MONUSCO a rendu un rapport. Il n'y avait plus de FDLR dans notre pays. Et là, on signe un accord dans lequel nous reconnaissons comme si les FDLR sont dans notre pays. On nous amène en retard, en arrière. Madame, Monsieur, parlons justice dans cette émission Info 7. Alors, le dossier Moutamba, finalement, il s'est présenté devant la Cour de cassation. Francis Chibalabala, l'opinion est partagée face à ce sujet. Certains y voient un règlement de compte, pendant que les autres exigent une exemplarité dont le chef des gouvernants de la République démocratique du Congo. Alors, comment est-ce que vous voyez le dossier Moutamba? Je pense qu'à ce stade de la procédure, je ne saurais émettre un point de vue parce que jusqu'au moment où nous parlons, il n'est pas condamné. Il n'est pas non plus acquitté. Le dossier est en train d'être instruit au niveau de la Cour de cassation. Attendons voir l'issue justement du procès pour émettre un point de vue. Et vous savez, ceux qui sont déférés chez les juges, etc., ou auprès de juridictions de jugement, ne sont pas forcément coupables. Il y a des gens qui sont innocemment. Ils sont innocents, mais malheureusement, ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Donc, il revient aux juges de dire le droit. Et les juges, après avoir compulsé les dossiers, après avoir recueilli justement les différentes dépositions ou les plaidoiries, la plaidoirie de la partie Moutamba et les réquisitoires du ministère public, va naturellement se faire une opinion par rapport à ces dossiers-là. Donc, à ce stade, je pense que c'est prématuré. Laissons la justice faire son travail. S'il est innocent, il sera naturellement acquitté. Parce qu'il ne faudrait pas ici que nous puissions tout le temps tirer à boulet rouge sur notre justice. Il y a des gens qui sont aussi acquittés.
Il y a des gens qui sont en confrontation dans des procès avec des gens qui sont très riches, mais qui arrivent à gagner des procès, des gens pauvres, qui arrivent à gagner des procès. Donc ici, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un règlement des comptes pendant qu'il n'est pas encore condamné. Entre-temps, Dieudonné Kamuleta a été réélu pour un second mandat. Alors, comment est-ce que vous avez vu son leadership à la tête de cette juridiction? Bon, je pense qu'il reviendra au magistrat de mettre un avis par rapport à ça, parce qu'il gère le magistrat. Moi, je ne suis pas magistrat, je ne saurais pas dire avec exactitude. Vous êtes élu, vous avez ce saisi, qu'il est en et train c'est de vous faire qui avez comme même travail. décidé sur le sort de Moutamba. Nous allons en parler parce qu'aujourd'hui, l'opinion congolaise est en train quand même à un mauvais regard envers le Parlement pour dire que les voleurs, ceux qui ont détourné autant d'argent sont protégés. Vous les avez protégés. Non, nous, on n'a protégé personne à Les cas de l'Assemblée. Nicolas Kazadi. Non, Nicolas Kazadi n'a pas été poursuivi pour détournement. Il a été poursuivi, il était poursuivi pour faux bruit. Les réquisitoires parlaient de faux bruit, etc. Et le fait pour un député de dénoncer, par exemple, des actes qu'il considère en marge justement de la bonne gouvernance, ne peut quand même pas être considéré comme étant ne peut pas, ces comportements-là ne peuvent pas être érigés en faux bruit. C'est son travail des parlementaires. Et la Constitution interdit à ce que l'on poursuive. Son travail des parlementaires. Il est député national, il a dénoncé des choses peu orthodoxes qui se font. Il a lui-même participé, il était là parce qu'il avait bien dit, hein, on ne doit pas oublier, il a dit que quand on reçoit l'argent pour des projets, Madame, ministre, je vous informe, nous commençons par nous partager. Je vous rappelle qu'il n'a pas été poursuivi pour détournement. Si c'était pour détournement, on aurait autorisé les poursuites. Mais nous nous sommes basés sur la Constitution qui interdit à ce qu'un député, pour ses opinions, soit poursuivi. Il a émis une opinion. Une opinion en disant, en se moquant de la population, et ça... C'est une opinion, madame. Vous cautionnez il a condamné une manière de faire. Il n'a pas dit ça quand il était encore aux affaires. Hein. Madame, quand il était ministre, ça ne nous concernait pas. Actuellement, il a un autre statut, député. C'est sous cette casquette qu'il a dénoncé ces méfaits. Et nous pensons que ça rentre dans les cadres justement de son travail en tant que parlementaire. Malheureusement, cette attitude est mal perçue par l'opinion. Voilà, l'opinion doit lire la Constitution. Qui ne fait pas confiance aux élus, qui estime que les élus sont en train de traiter les dossiers à double vitesse. Certains sont protégés, certains sont livrés. Non, je ne pense pas que c'est le cas. Je pense pas que c'est le cas. Moutamba que vous l'aviez je ne pense pas que c'est le cas. Vous l'aviez livré? Non, on a juste autorisé le poursuite. Oui, vous l'aviez quand même livré. C'est-à-dire quoi? Parce que la justice est en train de faire son travail. La justice instruit à charge et à décharge. Et s'il est acquitté demain, je pense que c'est d'ailleurs dans son intérêt qu'il soit devant les juges pour naturellement apporter ces éléments de défense. Si nous apprenons qu'il a maintenant un problème de santé, il est malade. Alors, comment est-ce que Francis Chibalabala a accueilli la sortie médiatique de Golden Boy, qui traite la Cour de comptes comme une cour des cons, parce qu'il a été victime, comme certains Congolais, de la démolition de sa maison? C'est la Cour des comptes qui a... Non, il a commencé par... Il a ramassé un peu beaucoup de choses avant de parler de la situation sécuritaire, mais il a dit... Ok, et je pense que c'est une cour des... C'est son opinion. C'est son opinion. Moi, je ne sais pas sur base de quels éléments il est parvenu naturellement à conclure ainsi. Et vous savez, je pense que c'est par rapport au rapport, aux conclusions de la Cour des comptes qui incriminait l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Godin Poi, et l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, par rapport au marché Zando. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il avait qualifié la Cour de compte de la Cour de camp, c'est ce que vous dites. Et vous savez, malheureusement, nos institutions, ça donne aussi en spectacle. Vous savez, il s'agit de la réputation, de l'honneur d'une personne.
La réputation, l'honneur, la réputation, on l'a construit brique par brique pendant 2 années et on continue à l'entretenir jusqu'à la fin de votre vie. Et ce n'est pas qu'une cour, soit-elle la cour de compte, peut venir vous éclabousser comme ça sur base c'est la raison pour laquelle des il éléments aller qui ne loin, sont pas en tant étayés. qu'élu, en tant que pasteur, professeur d'université, pour dire que c'est une cour de compte. Non, parce que les conclusions n'ont pas tenu Non, compte mais de la stricte vérité des choses. Par exemple, c'est là que j'ai dit, c'est son opinion, s'agissant de sa maison. Je pense que c'est un humain, il peut être frustré. Une maison qu'il a acquise depuis plusieurs années, il a tout le papier et on vient démolir. Pour lui, il s'agit d'un règlement des comptes, tout simplement. Alors, un règlement des comptes, aller loin en faisant un lien avec ce qui se passe dans la partie est du pays. Madame, il s'agit de la frustration, il faut donc comprendre vous les choses. Cela, parce qu'il Madame, est frustré. Vous savez que chacun... Vous pouvez bien aller dire que si je ne suis pas pasteur, vous aurez dû entendre j'allais déjà me retrouver à il faut lire entre les lignes. Et vous encouragez ça? D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire quoi? Suivez l'intégralité de l'émission, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais auquel cas, madame, il faut lire entre les lignes les propos des uns et des autres. Lorsqu'une personne est frustrée, vous savez, dans une république, il n'y a que les lois qui doivent être notre boussole. Nous devons nous conformer aux lois de la République. Et lorsque vous posez des actes en marge de loi de la République, vous frustrez justement ceux qui sont victimes de vos actes. Et la frustration peut conduire parfois peut conduire le frustré à poser certains actes. C'est pourquoi il devait dire à l'opinion que c'est pour ce genre de choses que certains sont partis dans l'Est. Hein? Ils sont partis à l'Est plutôt. Il fallait qu'il le dise. Parce qu'il est frustré. Madame, il vous est jamais arrivé, vous, de tenir des propos désobligeants lorsque vous êtes frustré. Les Congolais qui sont frustrés doivent aussi se comporter de la sorte. Il n'a pas dit qu'il va toucher, qu'il va aller à l'Est. Si je n'étais pas pasteur. Voilà, si c'est les conditionnels. Et il y a des gens, c'est les conditionnels, il n'a pas dit que je pars. Les observateurs qui estiment qu'il a fait l'apologie. L'apologie de quoi? Parce qu'il a dit si. C'est comme s'il légitimait ce qui se passe dans l'Est. Non, il n'a pas légitimé, madame. Ah, vous êtes son défenseur? Non, je ne le défends pas. Vous avez été ensemble à l'Assemblée. Non, je ne le défends pas. Je ne le défends pas, mais le fait pour lui de dire si. Il n'a pas dit que je vais prendre les armes parce qu'on a démoli ma parcelle. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas non plus légitimé ce que les autres sont en train de faire. Il a voulu tout simplement renvoyer un message aux décideurs qu'il ne faudrait pas grossir les rangs des frustrés. Parce qu'un frustré peut naturellement passer à l'extrême. Qui a déjà accepté que ce qu'on lui reproche est vrai? Dites-nous. Donc vous, si vous êtes parmi ceux-là, vous n'acceptez pas avoir commis un acte... Non, répondez juste à ma question. Non, je vous retourne aussi la même question. Personne ne peut dire que c'est le pasteur Godempoy qui a raison. Donc il a tort selon vous? Je dis personne ne peut. Je crois qu'il s'agit d'une frustration et c'est pas ce qu'il a voulu dire parce que j'ai suivi l'intégralité de l'émission. Okay. Il n'a pas légitimé justement ce qui se passe dans la partie orientale. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, Francis Chibalabala. Quel est votre regard face à l'évolution de choses? On a d'un côté la démarche de Doha, il y a l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. Et entre-temps, d'un côté, à l'intérieur du pays, nous avons autant d'initiatives. De l'autre côté, les confessions religieuses avec la CIME et la démarche du couple ECC5. Voilà, je pense que nous sommes déjà en train de voir les bouts du tunnel. J'avais demandé dans mes précédentes émissions à la population de s'aligner derrière le narratif officiel. Et quel? Le narratif officiel, nous étions agressés. Le Rwanda nous agresse. Le narratif officiel, c'est que le Rwanda est en train d'exterminer nos populations.
le Rwanda est en train de faire main basse sur nos richesses. Et heureusement, la population nous avait suivis et la population a fait bloc derrière le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en récolter les fruits. Non seulement nous avons bénéficié des condamnations de la part de la communauté internationale, mais aussi et surtout, le narratif rwandais a été battu en brèche. D'un côté. De l'autre côté, il y a l'accord entre la RDC et le Rwanda qui avait été signé récemment par les ministres des Affaires étrangères des deux pays respectifs. Et cet accord, naturellement, sonne les glas de massacre, a mis fin au massacre de nos populations, a mis fin à la boucherie, à l'instar de la boucherie des Goma, a mis fin aux tueries, aux expéditions punitives, a mis fin naturellement à la situation que la population est en train de vivre dans la partie orientale de notre pays. Il est certes vrai que la paix n'est pas encore totale, mais ça sonnait les glas justement de cette cruauté qu'on a toujours condamnée avec la dernière énergie. Et la démarche de la SENCO et consorts, je l'avais dit ici sur votre plateau, que c'est une démarche qui est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que, premièrement, la SENCO joue à l'équilibriste. Comment ça? La SENCO et CC sont constitués justement des Congolais. Premièrement, ils devraient pencher du côté de la RDC. Ils sont du côté de la RDC. Malheureusement. Ils ont fait des consultations, ils sont allés dans le coin, ils recoin. Alors. Ils n'ont aucunement condamné la boucherie des Goma. Ils n'ont aucunement compati avec la population qui vit des exactions dans la partie orientale de notre pays. Ils n'ont exprimé aucune compassion vis-à-vis des morts. Ils sont à la recherche de la paix. Tout ce qu'ils ont fait, c'était de condamner une stigmatisation imaginaire des swahiliphones. Ils sont allés rencontrer l'agresseur. Ils ont bénéficié de frais, etc., de moyens pour leur mission venant de l'agresseur. Et je pense que c'est inadmissible, c'est inacceptable. Au-delà de ça, la SENCO et les CC n'ont pas un soft power ou un hard power pour contraindre le Rwanda à exécuter littéralement les accords qui allaient être signés. C'est une plaisanterie tout simplement de basse-cour. Et ça, on ne pouvait pas accorder une chance à cette entreprise. Donc, le président Tshisekedi est en train de glaner des victoires et la reconnaissance par la communauté internationale de l'agression dont nous sommes victimes par le Rwanda est consacrée par l'accord signé entre le Rwanda et la RDC. Alors, madame, messieurs, on prend ce dossier, on va continuer à parler de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous proposons effectivement le dialogue au bout d'un processus. Okay. Un dialogue entre les Congolais. Beaucoup appellent au dialogue, ce qui est déjà noble, parce que nous convergeons vers un même objectif, mais ça dépend de comment nous voulons organiser les dialogues. Les gens ont besoin, il y en a qui parlent de réfléchir, comment nous allons construire le Congo de demain, ainsi de suite. Ah, c'est pas ce que vous pensez? Mais ça, nous l'avons fait à la conférence nationale, ça n'a pas marché. Nous avons signé un pacte républicain au niveau de Sun City, ça n'a pas marché. Et même toutes les autres rencontres qui ont suivi n'ont pas marché. C'est pour cela que nous, on propose une démarche. Laquelle? Qui consiste à préparer minutieusement ce dialogue. Et pour nous, le premier pas dans cette démarche, c'est d'abord de nous asseoir avec toutes les parties prenantes.
sans exclusion aucune. Même les Congolais qui ont pris les armes? Mais comment allez-vous réconcilier les Congolais si vous excluez certains à cause de ce qu'ils ont fait? Si le dialogue, du point de vue de la CIME et des confessions religieuses... Envisagez rencontrer également Nanga? Les dialogues, madame, moi je ne vais pas personnaliser le débat. Si on organise les dialogues, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des personnes qui ont fait du mal, soit à leurs compatriotes, soit à leur pays. Ce sont avec ces personnes-là qu'on peut discuter. Vous et moi, madame Noëlla, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu de contentieux. Pour quelles raisons nous allons dialoguer? Et que donc, s'il y a un dialogue, par essence, ça signifie qu'il y a des personnes qui ont pris des positions qui ne s'accordent pas. Donc, nous disons, les dialogues, ça sera avec tous. Mais comment nous allons le faire? Nous disons, le premier pas, c'est d'asseoir tout le monde autour d'une table. On évalue d'abord pourquoi toutes les rencontres que nous avons eues pour promouvoir la paix n'ont pas marché. Mais pour arriver à voir toutes ces personnes autour d'une table, il faudra un contact. Nous avons commencé le contact. Vous avez rencontré? Il y a quelques jours, nous avons rencontré, au moment où l'initiative était vraiment au tout début, nous avions rencontré le président Martin Fayulu de la Mouka, Matata Pom, avec son parti politique, le LGD. Et puis, pas plus tard qu'hier, nous avons été à la 12e rue Limité, où nous avons rencontré le secrétaire général et le président à l'intérim de l'UDPS. Augustin Kabouya? Oui, comme parti présidentiel. Et la série continue. Ce que je vais demander aux parties prenantes qui sont là, les partis politiques, les leaders religieux, les chefs traditionnels, c'est de considérer le travail que nous faisons au lieu de regarder au visage. Parce que beaucoup disent, mais vous, ainsi de suite. Non, je crois que la démarche impose elle-même une certaine conduite. Alors, c'est bon que les portes nous soient ouvertes, qu'on présente l'initiative, que les parties prenantes expriment leurs intérêts, leurs besoins, mais également leurs craintes, de manière à ce qu'ensemble... Donc, vous demandez à ce que toutes ces parties soient ouvertes. Exactement. Parler avec vous, avec un cœur sincère, vous dire que ça, on n'est pas d'accord, voilà ce que nous souhaitons. Exactement, madame, parce que, encore une fois, comme nous avons dit, cette initiative ici, c'est une offre que nous faisons au peuple congolais. Les pourparlers entre Kinshasa et l'AFC M23 entrent dans une phase décisive. À en croire les informations révélées par RFI, les ministres de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, et du Rwanda, Vincent Biruta, sont arrivés depuis mardi de la semaine en cours à Doha pour prendre part aux négociations placées sous médiation qatarienne. Officiellement conviés en tant qu'observateurs aux côtés des garants de l'accord de Washington, les États-Unis, la Commission de l'Union africaine et le Togo, leur présence revêt un poids hautement politique. Depuis la signature de l'accord de paix du 27 juin à Washington, les États-Unis insistent sur l'implication directe des ministres pour renforcer la crédibilité des discussions jugées sensibles et stratégiques. Selon plusieurs sources diplomatiques, le médiateur qatarien a relancé l'ensemble des parties afin de maintenir la dynamique enclenchée avec un objectif clair, parvenir à un désarmement et une démobilisation effective des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Un projet d'accord avait déjà été proposé en mai avant d'être remanié à plusieurs reprises au fil des discussions. Alors que Doha devient le théâtre d'une diplomatie intense, les médiateurs espèrent que cette forte représentation politique permettra de rapprocher des positions longtemps considérées comme irréconciliables. Mais la signature d'un accord durable demeure conditionnée au respect strict des engagements par toutes les parties prenantes. Après avoir rencontré le président de la République, à travers son général, le général de l'armée ougandaise, l'Ouganda a officialisé sa collaboration économique avec le M23 à Bunagana et Ichacha. Alors, aujourd'hui, de voix se lève pour dire que Félix Antoine Tshisekedi ne devrait pas le recevoir
à Kinshasa. Vous savez, madame, je vous rappelle que le président Tshisekedi, lorsqu'il a pris ses quartiers au Palais de la Nation, il a trouvé les relations exécrables entre la RDC et la plupart des pays voisins. Il a commencé par normaliser les relations. Il a tendu la main au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi. Il a appelé Kagame mon frère. Voilà. Et Kagame tout ça, c'était tout ça naturellement, c'est tout naturel. Je vous donne un exemple. Trump a fait des éloges à Poutine. Mais aujourd'hui, le même Trump a compris que Poutine est de mauvaise foi. Il a décidé enfin d'envoyer des armes à l'Ukraine. Alors qu'il ne faisait que tordre les bras à Zelensky pour l'obliger à accepter les compromissions contre son pays. C'est la même chose. Les présidents Tshisekedi avaient cru que les voisins étaient des bonnes foi. Il a voulu que nos relations soient bonifiées. C'était pour l'intérêt de nos peuples. C'était pour l'intérêt de nos peuples. Après qu'il se soit rendu compte qu'ils étaient de mauvaise foi, il a utilisé les mêmes langages qu'eux, la voie militaire. Il a formé l'armée, il a équipé notre armée, et notre armée est en train de se battre pour protéger justement les frontières de la RDC. Alors, d'un côté... Et avec l'Ouganda, c'est la même chose. Mais après, lorsque nous nous rendons compte que l'Ouganda est en train de faire double jeu, jouer double jeu... Mais c'est pas aujourd'hui, c'est depuis quand même. L'Ouganda a vu cela. S'il vous plaît, madame, l'Ouganda ne nous a pas encore attaqués, ne nous a pas encore agressés. Mais il y a de fait que l'Ouganda soutient les ennemis de la RDC. Soutenir, ça ne veut pas dire... Écoutez, madame, la Russie a un contrat économique avec l'Allemagne sur les gaz. Mais l'Allemagne soutient l'Ukraine. Les relations internationales ne fonctionnent pas comme s'il s'agit des relations amicales, comme s'il s'agit des relations interpersonnelles. Vous pouvez être opposés sur un dossier, mais être ensemble sur un autre dossier. S'agissant par exemple de la traque de Zadef, il y a eu une attente entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Mais l'Ouganda soutient le Rwanda, nous le savons. Donc c'est pour vous dire que nous avons pris la mesure de la situation. Nous ne sommes plus dupes. Nous avons pris toutes les mesures pour protéger notre peuple, pour protéger les frontières de la RDC. Et cela a été d'ailleurs dit clairement dans l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement ne se laisse pas duper par les bonnes intentions de l'Ouganda à notre endroit. Nous savons qu'il est en train de jouer double jeu. Et nous sommes aussi en train de prendre des mesures par rapport à cette attitude. Sur ce plateau, Francis Chibalabala, comme certains Congolais, ne sont pas d'accord avec la démarche des pères des églises SCC Senko, mais la Chambre de représentants des USA recommande aux Congolais d'accepter la démarche des pères des églises SCC Senko pour la paix dans l'Est. Pour quel résultat, madame? Je vous ai montré ici que la Senko a quel moyen de contraintes pour contraindre le Rwanda là, qui fait fi d'ailleurs. Katumbi. Non, madame, ce sont les mêmes personnes. Les autres, ils sont tous d'accord. Ce sont les mêmes personnes qui ont fait les lobbying pour que l'accord ne soit pas signé. Ils ont voulu, naturellement, mettre le Rwanda hors cause dans ces conflits, alors que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Toutes leurs démarches ont accouché d'une grosse souris. Et je pense que l'intention que ces gens ont n'est pas de faire en sorte que la paix revienne. Non. Comment ça? Ils veulent, madame, ils ont toujours soutenu le Rwanda. Ils n'ont jamais condamné les 1-23. Recevez sur votre plateau quelqu'un d'ensemble. S'il va
de manière claire condamné l'agression rwandaise. Ils sont en bonne intelligence avec le Rwanda. Entre-temps... Tout ce qu'ils sont en train de faire, naturellement, c'est contre la République. Alors, si de l'autre côté, le cardinal Fridolin Ambongo n'est pas d'accord avec cet accord et il dit, mais finalement au Congo, on ne voit que Trump, alors que Trump, ses démarches n'ont pas encore produit des résultats ailleurs. Il y a l'abbé Cholet, lui, qui dit que l'accord de paix RDC-Rwanda ne prend pas en compte les causes profondes de la crise actuelle. Les causes profondes sont claires. Non, mais c'est pas... Non, madame, s'il vous plaît, ils sont congolais. Je suis même en train de douter de leur nationalité. Comment ça, ils sont congolais? Madame, nous sommes dans une situation d'agression. Le Rwanda Kagame veut mettre à exécution ses velléités expansionnistes. Kagame est en train de faire main basse sur nos richesses. C'est clair. Quelles en sont les causes profondes de la crise? Si ce n'est que ces deux velléités que je viens de vous citer. Kagame est en train de voler nos minerais, est en train de le brader. Kagame veut naturellement récupérer la partie orientale pour que ça passe dans son giron. On a même cette révélation qu'il est déjà en train de travailler pour prendre... Et lorsque l'accord consacre l'intégrité territoriale, n'est-ce pas, c'est la réponse à la cause profonde. Pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la réponse à la cause profonde. Lorsque l'accord est en train de parler de la souveraineté nationale des deux États, n'est-ce pas là, c'est la cause profonde qui est naturellement l'incursion que le Rwanda fait à tout bout de champ sur nos territoires. L'occupation de nos territoires, madame. Il ne faut pas ici distraire l'opinion. C'est justement le rôle que la SENCO est en train de jouer, le rôle qui est en train de prolonger la rhétorique rwandaise, que le conflit est congolais. Non, le conflit n'est pas congolais. Le conflit est entre la RDC et le Rwanda. Mais madame, Jacques Yaboula au-delà de ça, Jacques Yaboula a dit que nous devons d'abord nous attaquer au Rwanda. Justement, ils ne doivent pas distraire l'opinion. Lorsque le président Tshisekedi est en train de crier à corps et à cri que lui ne va pas s'asseoir autour de la table avec les pantins, parce qu'il savait pertinemment que c'est le Rwanda qui est en train justement de nous agresser à travers son bras séculier, qui est le M23 AFC. Entre-temps, à Doha, le M23 ont plusieurs revendications, notamment ils cherchent quand même la gestion du Nord Kivu et Sud Kivu pendant 8 ans. Mais justement, c'est les plans Kagame. Je vous informe, madame, que cette partie, sur papier, appartenait à la RDC, mais en pratique, c'est le Rwanda qui contrôlait cette zone-là depuis toujours. Vous voulez dire que depuis le temps de Kabila... Du temps de Kabila, c'est le Rwanda qui contrôlait cette zone. Ah. Tous les officiers qui étaient là étaient d'obédience rwandaise. Kagame ne pouvait pas... Kagame approuvait toutes les nominations qui s'effectuaient dans cette partie orientale. Non, avant que le président ne puisse... Madame, c'est que le M23 est en train de réclamer aujourd'hui. Les présidents le savaient. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas négocier avec eux. Ils vous disent que c'est un mouvement congolais. Un mouvement congolais peut-il avoir comme réclamation le contrôle d'une zone qui fait partie intégrante de la RDC? C'est pratiquement la cession. C'est pratiquement la balkanisation. Au lieu qu'ils disent clairement qu'ils veulent la balkanisation, ils sont en train de jongler avec les mots. La gestion pendant 8 ans. C'est ça la balkanisation, justement. Et le président Kabila est dans ces schémas-là. Tous ceux qui soutiennent le Rwanda sont dans ces schémas-là. J'aurais voulu entendre la SENCO condamner justement ces revendications. Mais le schéma, le pacte social est présenté aujourd'hui comme la seule solution, au-delà de la démarche avec les autres confessions religieuses. Madame, il n'y a que les naïfs qui peuvent croire au schéma. Certainement que vous avez vu cette photo qui fait parler plus d'un. C'est vrai qu'à chacun sa compréhension. On a vu Fulgence Muteba avec Corneille Nangaa en train de rire aux éclats. Francis Tchibalabala, vous l'avez aussi vu. Comment interprétez-vous cette Madame, c'est vous qui êtes surpris
c'est vous qui êtes surpris. La SENCO est en train de mettre à exécution le plan du Rwanda. Premièrement, la SENCO est en train de jouer le rôle de mettre le Rwanda hors cause par rapport à cette situation pour dénaturer les faits et dire qu'il s'agit d'un conflit congolais. C'est le rôle que la SENCO est en train de jouer. La SENCO est en train naturellement d'angéliser les M23 qui est en train de massacrer la population. Est en train de dédouaner Kagame pour que demain, si jamais la justice internationale s'y mêlait, qu'il ne soit pas poursuivi pour des morts, pour des massacres, pour des crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité. Donc la SENCO ne fait pas les jeux des Congolais. Et moi personnellement, et comme beaucoup d'autres Congolais, sommes convaincus que la solution à la situation de l'Est ne passera que par les présidents Tshisekedi. Ah bon? C'est le seul qui a démontré à la face du monde qu'il est viscéralement attaché à son pays, qu'il est en train de jouer sa partition pour que la paix définitive revienne, qu'il est en train, au péril de sa vie, de se battre contre le Rwanda et ses affidés, qui veulent la balkanisation du Congo, qui sont en train de voler nos minerais. C'est les seuls. Et je pense que la population a compris cela. Nous sommes tous alignés derrière le président de la République. C'est ça le plus important. Et toute cette aventure que ces gens sont en train de faire, ils sont tout simplement en train de faire les jeux des Kagame, point barre. Alors, Francis Balabala, c'est complètement fini pour cette émission de ce dimanche. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info 7. Voilà, je pense que la population qui avait fait confiance au chef de l'État n'est pas en train de voir cette confiance être refroidie, dans la mesure où les résultats sont en train de tomber. Nous avons pu, naturellement, obtenir justement l'accord entre la RDC et le Rwanda, qui a été signé. Le Rwanda est reconnu comme étant l'agresseur. C'était ça, justement, notre combat. Et dans les jours qui viennent, il y aura un accord qui sera signé entre la RDC et les États-Unis. Et je pense que ça va sonner les glas, comme je l'ai dit précédemment, au massacre, à la tuerie, à tout ce qui se passe, aux exactions qui se passent dans la partie orientale, qui heurtent justement la conscience humaine, vous comprenez? Et je pense que nous devons soutenir le président de la République, soutenir le gouvernement, et c'est l'unique manière pour nous, Congolais, de contribuer justement à la recherche de la solution au conflit que nous vivons dans la partie orientale de notre pays. Alors, Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que notre invité de ce jour est député national doublement élu, hein, et élu également au niveau de Massina. Voilà. Merci à vous, Francis Balabala, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Info 7, c'est votre émission. Info 7, c'est notre émission. Info 7, c'est l'émission de Congo Web Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Alors, n'hésitez pas de nous écrire et de nous contacter par des voies habituelles. Au revoir et à la prochaine.